Terre de Café. On source et on torréfie des cafés de spécialité depuis maintenant presque 12 ans. Ce qui fait de nous un des pionniers de la scène du specialty coffee en France et notamment à Paris. On a commencé par acheter, comme tout le monde à l'époque, du café, en ce qui nous concerne, du café en Éthiopie, du café de forêt. 2 palettes la première année et aujourd'hui on fait 200 tonnes de café. Donc en 10 ans, la société a fait un petit peu son chemin. On vend du café au grand public bien sûr, mais aussi à plus de 500 professionnels en France et à l'étranger. Un café de spécialité, ça n'est pas simplement un café vert ou un café torréfié. On va noter en fait une tasse. Et la tasse, c'est tout ça. C'est l'origine, la torréfaction et l'extraction du café. Mais nous, chez Terre de Café, on va plus loin. Pour nous, un café de spécialité, c'est un café aussi qui est capable d'évoluer vers plus de qualité et vers plus de volume et surtout vers plus de permanence. La permanence, on peut parler aussi de durabilité, mais un café de spécialité aujourd'hui, si on veut que la filière continue à se développer de manière pérenne, c'est aussi un café qui doit être durable. Pour moi, dans la définition de café de spécialité, on a la durabilité. Alors le café de forêt, qu'est-ce que ça signifie pour moi? Ça signifie 2 choses. Pour moi, c'est l'origine de Terre de Café, puisque j'ai eu la chance de rencontrer des gens dans ma vie au départ qui m'ont initié un peu au café, et ces gens-là travaillaient des cafés de forêt en Éthiopie. Donc pour moi, le café de forêt, c'est un peu le début de Terre de Café. Qu'est-ce que signifie pour moi le café de forêt? Deuxièmement, c'est l'avenir du café. Donc c'est vraiment l'origine de Terre de Café et c'est l'avenir de la filière. Pourquoi c'est l'avenir de la filière? Déjà parce que les cafés de forêt, en général, offrent une complexité qu'on ne retrouve dans aucun autre café. Et la deuxième chose, c'est que dans le milieu du café, on a cette opportunité extraordinaire de préserver les forêts. Alors, ce n'est pas à l'échelle de l'Amazonie, évidemment, mais ce qu'il faut savoir, c'est que plus on achète du café de forêt à un bon prix, enfin au prix qui coûte, c'est-à-dire à prix du café de qualité, plus on préserve la forêt. Parce que en achetant des cafés de forêt, en réalité, on donne une valeur économique à la forêt. Et pour le fermier, c'est plus rentable de faire du café que de couper ses arbres. J'aime travailler avec des gens qui font de la qualité, qui sont capables de se développer et qui respectent le monde dans lequel ils vivent, la nature, y compris les humains. Ça, c'est important. Mais je veux ajouter autre chose, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde du café de spécialité, c'est que bien souvent, les meilleures fermes, c'est eux qui vont choisir leur torréfacteur. Enfin, c'est un agrément mutuel et ça, c'est intéressant. Alors, un bon expresso, déjà, il y a une base, hein. Il faut un bon café bien torréfié. Voilà. Après, moi, personnellement, ce que je recherche dans un expresso, c'est du corps, mais pas trop. Et puis, c'est de retrouver l'identité du café. Lorsqu'on a un beau café, dedans, il y a des belles acidités, il y a du fruité, il y a du sucre, il y a un peu d'amer. L'amer, ça peut être des agrumes ou de l'amande fraîche, par exemple. Moi, ce que je veux dans un expresso, c'est retrouver tout ça. Voilà, c'est que même en expresso, qui est une technique de surconcentration du café, qu'on soit capable au palais de retrouver ce que nous donne le terroir et ce que le torréfacteur a su ne pas cacher. Un bon torréfacteur ne doit pas cacher les beaux arômes du café. Un joli expresso, c'est une jolie pâtisserie. Pour moi, c'est ça. C'est à la fois de la douceur, à la fois de l'intensité, des amers, des acides, du sucré. Parfois, c'est salin le café aussi, mais c'est quelque chose qui doit être bien retransmis. C'est-à-dire qu'on va retransmettre le travail du producteur, le travail du torréfacteur. Et pour bien faire ça, il faut effectivement un beau café bien torréfié, mais il faut aussi quelqu'un qui sait le faire, donc un barista, et il faut une très bonne machine. Parce qu'on peut avoir un très très bon café, mais sans une machine qui n'est pas capable de restituer par exemple des belles acidités, on n'aura jamais un bel expresso. Pour moi, une bonne machine, c'est déjà une stabilité thermique qui va permettre de répéter toute la journée un beau café. Ensuite, c'est une machine qui est capable de retranscrire un café, ce que raconte un café. Ce que j'apprécie particulièrement dans la E71E, c'est que les ingénieurs qui l'ont conçu ont compris l'esprit du café. Pour ouvrir un café, il ne suffit pas de l'extraire à 10 bars, ce n'est pas comme ça que ça se passe. On a besoin déjà de ce qu'on appelle le blooming, donc de verser de l'eau très doucement pour que le café gonfle, commence à libérer ses arômes. Ensuite, on a une infusion qui est douce et ensuite on a l'extraction. Et donc ce procédé-là, plus une parfaite stabilité thermique, permet effectivement d'extraire ce qu'on a à extraire du café. Après, c'est le barista qui, lui, va décider d'extraire juste ce qu'il faut extraire du café, ni plus ni moins.
Alors ensuite, en termes d'exploitation, ce qui est intéressant sur cette machine, c'est qu'on peut régler chacun des groupes indépendamment. Donc sur un groupe, je suis dans un coffee shop, sur un groupe, si j'ai envie de faire un grand cru qui coûte 40 $ la tasse, et ben je vais régler la température, ma pré-infusion pour ce café-là. Et puis si à côté, je veux faire un blend avec lequel je fais mon lait, sur mes 2 autres groupes par exemple, je peux avoir une régulation séparée. Et donc ça, en termes vraiment d'exploitation, c'est quand même très très intéressant. Le cupping dans un quotidien de torréfacteur, c'est très important. C'est 2 choses. Il y a l'amont, où on va sélectionner des cafés. Donc moi j'aime sélectionner les cafés à l'origine, mais on ne peut pas toujours le faire. Soit parce que ce n'est pas la saison, soit parce qu'on est en pleine récolte et les cafés ne sont pas prêts, ou soit parce qu'on ne peut pas y aller à l'origine. En ce moment, on ne peut pas aller beaucoup à l'origine, malheureusement. Donc on va cupper beaucoup à Paris. Donc c'est très important pour sélectionner les cafés. Et c'est très important pour contrôler la qualité de ce qu'on fait. Un des points importants dans le café, c'est d'être régulier. Il ne suffit pas de faire un bon café une fois de temps en temps, de réussir sa torréfaction. Il s'agit de faire le meilleur café tout le temps, le plus souvent possible. Et pour ça, il faut contrôler la qualité. Et le cupping est un instrument pour contrôler chaque broche qui sort de son torréfacteur. Le café de spécialité en France est aujourd'hui un marché. Ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans, il n'y avait rien. 11 ans maintenant, quand on a commencé, le marché n'existait pas. Et aujourd'hui, le café de spécialité en France doit représenter aux alentours de 3, 4, peut-être 5%. Donc ça reste une niche, mais c'est malgré tout un marché. Et moi, ce que je vois de plus en plus, c'est que le café de spécialité progresse très très vite. C'est-à-dire que c'est comme une croissance exponentielle. Et même en période de crise, ça ne n'empêche pas d'avoir chez nous de plus en plus de nouveaux clients. C'est-à-dire que les gens viennent, arrêtent les marques industrielles, veulent pouvoir revendiquer leur café, veulent pouvoir en parler et veulent proposer une tasse digne. Ce que je constate, c'est que ces 3-4% de marché ont permis aux Français d'avoir un peu de recul sur le café. C'est-à-dire qu'ils savent qu'il y a des bons cafés et ils savent qu'il y a des mauvais cafés. Avant le café de spécialité, l'essentiel des gens pensaient le café, pas les cafés. C'est ce que ça a changé pour l'instant. Et ce que je pense du café de spécialité en France, c'est qu'il y a 10 ans de croissance encore devant nous, sans problème.